Son cœur, il est entre la Normandie et le Québec, celui de ses personnages aussi, mais alors que le cœur d'Alexandra Pasquet exulte toujours, enthousiaste, bavard, amoureux des choses de la vie, celui de son roman est en sourdine et nous raconte, aux éditions Prélude, une histoire d'amour déchirante. Alexandra Pasquet, bonjour. Bonjour Joseph. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un ciel superbe ? Oh bah alors pour moi, c'est 1000 images, mais bon, je vais en choisir deux. Alors la plus spontanée, c'est un ciel rayonnant, ensoleillé, beau, joyeux, et dans lequel je suis un oiseau, je vole et je survole les montagnes, l'Everest, les lacs, j'observe tous les paysages, les hommes, et en fait c'est comme la liberté, en fait, un ciel superbe, c'est éclatant, et c'est comme si on se sentait libre quand on l'observe et qu'il nous inspire. Ah, donc c'est un ciel qui vous inspire, un ciel superbe. Ah ben complètement, et puis il m'inspire aussi d'une autre façon. Alors celle-là est un peu plus triste quelque part. Ça me fait beaucoup penser à la petite sirène. Alors, pas celle de Disney, hein. D'Andersen. Voilà, Ouais. Christian Andersen. Et en fait, alors l'histoire, c'est terrible en fait, hein. Elle a tout sacrifié, pour son amour, pour ce qu'elle voulait, elle a tout subi, etc. Mais au dernier moment où elle pouvait sauver sa vie en sacrifiant son amour, elle n'a pas voulu abandonner ses valeurs, ses croyances et son dévouement, si on peut dire. Et du coup, elle est devenue une âme qui est montée dans le ciel, et elle a gagné l'immortalité. Alors, elle ne savait pas qu'elle obtiendrait ça. Mais en fait, elle est devenue comme des morceaux de nuages dans le ciel, avec les anges. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'inspire aussi, parce qu'en fait, quand on est convaincu de quelque chose, même si c'est difficile, qu'il faut s'accrocher, eh ben, on a raison d'y croire et de rester convaincu, et puis de le faire comme on peut ou on veut, mais en fonction de sa propre personnalité, quoi. Ah, ça fait penser à ce que disait Jacques Brel. Alors, l'important, c'est de désirer faire quelque chose. Il disait qu'il y avait beaucoup de gens qui ne désiraient pas faire les choses et qui restaient en permanence dans cette absence-là de volonté, complètement empâtée, enquistée. Ah, mais je suis totalement d'accord, hein. Ce qui compte, c'est le chemin, hein. On dit que en fait, le but, l'objectif, quelque part, une fois qu'on l'a atteint, on est un peu frustré, quoi. Parce que on fait quoi après ? Il faut en trouver un autre, ou un mieux, ou un plus grand. Mais en fait, de faire le chemin, c'est ça qui est intéressant. Et le chemin, plus il est, comment dire, curieux, étonnant, différent, plus il va être stimulant. Mais beaucoup de gens n'osent pas prendre ce genre de... Ils le considèrent comme un risque, au lieu de se dire que c'est une chance, quoi. Ah. Alors, vous, Alexandra Pasquet, en matière de naissance, j'ai envie de dire que tout commence Oui. avec une double nationalité, et une double nationalité dans le cœur. Elle se ressent comment, ça ? La double... Alors, Hein, je vous dirais êtes franco-canadienne. Oui, tout à fait. Alors, je suis née à Montréal, au Canada. Mhm. Donc, ma mère est canadienne, toute ma famille maternelle est au Canada, et ma famille paternelle est française. Et en fait, je suis française depuis que je suis née. Et les premiers mois, en fait, donc j'étais au Canada. Et alors, il se trouve qu'à 4 mois, je suis venue en France en mai 68, hein, dans tout fin. Et Ouais. je suis allée à la Sorbonne avec ma mère. Bon, là, les événements étaient terminés, hein, et j'ai passé 4 mois en France, en vacances, chez mes grands-parents. Et en fait, vous voyez, cette double culture a toujours fait partie de moi. C'est pas une question. En fait, je suis française canadienne, je parle français québécois, j'ai des avantages et inconvénients de part et d'autre de l'Atlantique, mais quelque part, c'est pas un problème. Et pour moi, en fait, la double nationalité, c'est même pas assez, parce que je considère qu'on est citoyen du monde et Ouais. que, en fait, quelque part, on n'a pas besoin de choisir. Oui.
Et là, alors, Mais est-ce qu'à votre avis, c'est parce que vous avez la double nationalité que vous vous sentez citoyenne du monde? Est-ce que ça n'a pas œuvré aussi pour une sorte d'acceptation aussi de l'autre? eh ben, quelque part, c'est plutôt le fait que la France ait quelque part voulu un jour me priver de ma nationalité que j'avais depuis que je suis née, puisqu'en fait, je suis née française. J'ai toujours été française. J'ai fait mes études en France, j'ai commencé à Paris, j'ai commencé à travailler en France. Et quand je suis allée refaire mon permis, enfin ma carte d'identité à 23 ans, à la préfecture de police de Paris, là, on m'a renvoyée dans mes buts en me disant ah ben non, c'est pas possible. Alors, j'ai dit mais comment ça, c'est pas possible? Alors, en bonne française, j'ai pensé qu'il me manquait un papier. Et en fait, on me dit non, avec les lois Pasqua, il faut avoir décrété entre 18 et 21 ans qu'on n'avait pas répudié sa nationalité française. Alors là, je suis tombée du ciel. J'avais pas un permis de séjour, j'avais pas. Et là, je suis partie dans des démarches administratives, mais de trucs de dingue, hein. Et au même moment, j'ai demandé ma nationalité parce que j'avais peur de me retrouver apatride. Parce que vous connaissez les démarches administratives françaises, hein, quand elles démarrent, elles peuvent durer longtemps. Et donc, au même moment, j'ai demandé ma nationalité canadienne. En un mois, j'ai reçu le diplôme, le passeport, enfin tous les papiers, quoi. Donc, j'ai commencé à avoir ma double nationalité à 23 ans, seulement parce que la France, tout d'un coup, m'avait dit que je pouvais ne plus être française. Vous vous rendez compte? Donc c'est la peur d'être apatride alors. Ah oui, ça par contre, Vous l'avez vécu. d'être... en fait, parce que vous pouvez plus voyager. Moi, à l'époque, j'étais journaliste. Vous avez plus de papier, vous pouvez plus voyager, vous pouvez pas sortir vous pouvez rien faire. Enfin, beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Alors, vous êtes né, vous l'avez dit, à Montréal en 1968. À l'âge de 6 ans, en 1974, vous faites un tour du monde avec votre famille. Ouais, je me dis qu'il n'y a pas meilleur moyen de dépasser son ethnocentrisme quand même, là encore. Ah bah c'est clair, hein, parce que justement, donc la première fois, on était venu en bateau, hein, en mai 68, on n'a pas pu débarquer au Havre, donc on a débarqué à Honfleur. Donc là, on est revenu en bateau avec une Land Rover, et donc on est parti. Alors au départ, mes parents voulaient aller au Népal, mais alors... la route était un peu compliquée, donc on est plutôt descendu Entre vers Honfleur l'Afrique. et le Népal, c'est vrai que la route est compliquée. En Land Rover. C'est clair. Et donc, on est allé vers l'Afrique et moi, finalement, j'ai appris à lire et à écrire dans les plaines du Larzac, dans le désert du Sahara, en Casamance au Sénégal. Et pour moi... Tu m'étonnes, citoyenne du monde. c'est ça, c'est qu'en fait, les gens, pour moi, leur importance, c'est seulement leur qualité personnelle. Ouais. En fait, leur origine, leur religion, enfin tout ce que vous voulez. Après, ils sont drôles, ils sont sympas, ils sont intelligents ou pas. Ouais. Mais c'est leur personne qui fait, pour moi, leur intérêt. C'est pas tout ce qu'on a tendance à leur mettre comme étiquette en général, quoi. Ouais. Donc là, en ce moment, vous vous sentez mal en France avec cette montée comme ça de l'intolérance. En fait, on se demande justement qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller contre ça. Et moi, je sais que je favorise en fait justement les mélanges, les rencontres, les échanges. Parce que je me dis, quand les gens se parlent, quand ils se connaissent, en fait, on réduit les peurs. Là, souvent, c'est la peur du secret. Si en Pologne, à un moment, ils n'avaient jamais vu un noir. J'ai une copine noire qui est allée là-bas. En fait, les gens venaient la toucher dans la rue parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas. Oui, tout à fait. Mais c'est comme dans les plus petits patelins, ils n'ont jamais vu un arabe de leur vie et ils vont Zemmour. Ouais, exactement. Bien sûr. Et en fait, c'est la peur de l'autre, souvent. C'est le téléphone arabe. Oui. Il y a quelque chose d'un peu imaginaire, quoi, même de complètement imaginaire parfois. Complètement. Et c'est vrai que c'est un sujet. Et alors, pour rebondir là-dessus, là, quand je vous parlais de mes démarches administratives, pourquoi elles étaient compliquées? Parce que bon, déjà, il fallait demander les extraits de naissance à Nantes. Alors moi, je suis née à l'étranger. Ma mère est née à l'étranger. Mon père est né au Maroc à l'époque où le Maroc était français. Et pourquoi il était au Maroc? Parce que mon grand-père était alsacien, qui est né en Alsace quand l'Alsace était allemande. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas voulu être dans les Alsaciens enrôlés dans l'armée, donc il s'est évadé au Maroc.
il y est resté avec une fausse identité pendant toute la guerre. Il a fait le débarquement en Provence. Et après, il est resté quand même au Maroc jusqu'à l'indépendance. Alors, vous imaginez, quand ma famille est rentrée, qu'elle a été pied noir et alsacienne, vous imaginez l'accueil qui a eu lieu en France. C'est pour ça qu'ils ont envoyé des demandes d'expatriation à différents pays, comme le Canada, l'Australie. Et le Canada ayant répondu le premier, c'est comme ça qu'ils sont arrivés là-bas. Alors, vous avez aussi, quand même, vous êtes fasciné par le métier de photographe, hein, comme j'ai pensé à ça, comme une langue qui n'a pas besoin de se traduire au final, un trait d'union entre vos deux cultures, l'image. Tout à fait. Alors, ce qui est étonnant en même temps, c'est que je ne suis pas moi-même photographe, mais je travaille toujours avec des photographes. Et d'ailleurs, mon prochain livre est un livre photo avec des citations. Donc, c'est vraiment sur le travail de l'auteur, de l'écrivain, les rencontres littéraires, l'échange en fait qu'on crée. Et moi, je trouve qu'on arrive à saisir un moment qui est une sensation, une émotion. Alors, c'est des moments captés. Alors, en fonction de l'angle, évidemment, l'angle peut être différent. L'interprétation aussi. Il n'y a pas une photo qui est magique dont on peut comprendre le sens toujours. Mais elle nous emmène dans un autre univers et avec justement les attitudes, les couleurs, les postures, le paysage. En fait, elle nous raconte un message. Et dans un domaine qui peut vous paraître assez surprenant, j'avais vu une exposition de photographie avec le langage parlé, vous savez, pour les personnes aveugles. Mhm. Et alors, j'ai écouté. Alors, la première photo, j'étais très surprise parce que c'est très monotone, on décrit la photo comme ça. Et c'est surprenant. Et au bout de 2 photos, j'ai commencé à être comme hypnotisée. Et d'entendre cette description pour des gens qui ne voyaient rien, j'essayais de me projeter dans ce que eux pouvaient ressentir. Et je me rends compte que l'image, elle est très forte, même quand on n'est pas capable de la voir. Waouh! Oui, c'est ça, oui. On n'est pas capable de la voir, mais on la ressent quand même, c'est ça? Oui, c'est qu'en fait, il y a plein de façons C'est de un la éprouvé. vivre. Oui. C'est un éprouvé corporel. Oui, alors je ne connais pas particulièrement ce terme, mais par exemple, moi, ce qui me gêne quelque part dans l'image aujourd'hui, parce qu'en fait, on la voit partout. Et sauf que de plus en plus, il y a un regard qui va être un peu le même, que ce soit pris aux Philippines, en Allemagne ou au Nigeria. On a de plus en plus une façon de prendre les photos qui sont uniformisées, entre guillemets, et qui sont floues, qui sont mal cadrées, parce qu'en fait, qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est la rapidité. Si vous publiez n'importe quoi dans la microseconde et que vous êtes le premier, c'est une bonne photo. Mais on oublie la qualité de l'œil, du talent, de l'angle. Enfin, de mon point de vue. Hein, Oui, donc il y a une perte finalement de l'esthétisme en faveur de la rapidité d'action. Exactement. Et moi, je le déplore parce que je trouve que le métier de photographe en lui-même est en train de disparaître. Il n'y a plus de fond. N'importe qui fait une beau photo avec son téléphone considère qu'il est un grand photographe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui le sont, hein, bien sûr. Mais on n'a plus d'échelle de valeur et de regard un peu éduqué et pointu pour interpréter. Alors, revenons-en quand même à vos livres et à vos romans. Pourquoi? Alors, il y a un fil rouge dans vos romans, c'est la question de la filiation, du transgénérationnel. Pourquoi ce thème-là revient-il très souvent dans votre écriture? Alors, on va dire que c'est des rencontres. Mon premier roman s'appelle Les Tamalous, et donc il est consacré aux septuagénaires. Et en fait, j'ai voulu changer le regard qu'on porte sur les septuagénaires et en faire des héros. Alors, à l'époque où je l'ai écrit, j'avais une trentaine d'années et ce n'était pas du tout un sujet d'actualité comme ça l'est aujourd'hui. Il y a des salons, des magazines, des produits pour les seniors. Mais à l'époque, on passait pour un extraterrestre quand on parlait d'eux. Et moi, ça me dérangeait de voir qu'on avait tendance à les mettre sur des étagères, comme si tout d'un coup, la vie arrivait à un certain âge, elle était finie. Qu'on ne pouvait plus chercher l'amour, l'argent, la reconnaissance, que voilà, on s'occupait
juste je sais pas, d'aller jouer à la belote ou de faire de la pétanque et que le reste, terminé, quoi. Et en fait, c'est parti d'une rencontre avec une dame qui attendait un rendez-vous galant, place du Général Leclerc à Paris, dans le 14e. Et cette dame, elle avait 70 ans. Franchement, elle ressemblait à rien. Mais alors, on aurait cru une gamine qui en avait 14. Et vous la rencontrez comment? Eh ben, en fait, j'attendais un rendez-vous aussi. J'attendais des amis pour partir à Sanary-sur-Mer, dans le sud de la France. Et puis, quand je suis arrivée, elle a engagé la conversation. Et puis, comme elle guettait une voiture rouge, j'ai commencé à guetter avec elle. Dès je lui disais, je te surveille. Ah, il y a une voiture rouge là-bas. Enfin, bon, bref. Et puis, quand j'ai discuté, que j'ai vu qu'elle était vraiment comme une enfant, enfin, comme une jeune fille, en tout cas, je me suis dit, mais j'espère que je serai comme elle quand j'aurai son âge. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si son rendez-vous est arrivé, parce que le mien est arrivé, donc après, je suis partie. Donc, c'est quelqu'un que j'ai peut-être vu. C'est comme ça que ça a commencé. Exactement, parce que cette dame m'est restée dans la tête. Je l'ai vue peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure dans ma vie. Mais ça, c'est votre truc, Alexandra Pasquet, quand même. Parce que ça, vous savez parler aux gens, les interpeller. J'étais là tout à l'heure avec vous dans la rue. Vous demandiez à un vieux monsieur s'il était chercheur et où, parce que vous aviez entendu vaguement dans le café qu'il était chercheur. Ça, c'est quand même incroyable. Et dans le même temps, je sais que ça alimente vos romans. Oui, en fait, la particularité, c'est que j'habitais dans le 13e. Je prenais souvent le bus et en fait, le 13e, on a l'hôpital La Salpêtrière. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, assez particulier. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de moi et qui me raconte sa vie. Mais je lui demande, même quand je lui demande rien. Même quand vous lui demandez rien, parce que moi j'avais l'impression que c'était vous qui lui demandiez. Non, mais là je l'ai demandé tout à l'heure, effectivement. Mais souvent, je ne demande rien. Les gens viennent me raconter des histoires. Et ils n'arrêtaient pas de me raconter des choses par rapport à leurs médecins, par rapport aux kinés, par rapport aux infirmiers. J'avais un petit papy qui me sortait des radios qu'il devait montrer quand il allait prendre l'avion, parce qu'il avait, des vis partout. Et tout ça m'alimentait, mais pas plus. Et quand j'ai rencontré cette femme, elle m'est restée dans la tête pendant une bonne année. Et à un moment, j'ai dit, non, mais il faut que je fasse quelque chose. Et là, je me suis dit, au début, je voulais faire un livre seulement sur elle et sur les relations, sexuelles des personnes de cet âge-là. Mais à l'époque, Internet n'existait pas, il n'y avait pas ou peu en tout cas, il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas de recherche. Donc, je n'avais pas trop de matériaux sur le sujet. Donc, je me suis dit, il vaut mieux que je crée plusieurs personnages, ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé 3 femmes et un homme, parce que je me suis dit, il faut bien qu'il y ait un homme qui vienne foutre le bordel, comme on dit. Mais dans l'idée de montrer qu'on pouvait avoir toujours des envies à cet âge-là et des recherches et les réussir ou pas. Mais vous voyez, le chemin dont on parlait tout à l'heure, effectivement, c'est ça, quoi. Alors, à votre avis, donc toujours dans cette idée, parce que finalement, quand vous rencontrez cette dame, vous avez envie de l'écouter, vous. Donc vous avez envie de lui faire du bien aussi. Oh mais moi, quand les gens me parlent, mais des fois dans le métro, non, c'est mais dingue. attendez, on peut refuser aussi. Vous avez envie de les écouter pour leur faire du bien, pour les soulager. Oui, je dis jamais non. C'est vrai que je dis non. Mais ça, c'est quand même... Comment on peut faire du bien au lecteur avec les mots? Alors, par les livres, c'est la même chose? Moi, j'aime bien avoir une écriture qui soit plutôt drôle, parce que j'ai de l'humour, sans tomber dans les blagues, mais plutôt subtile, et bienveillante aussi, parce que d'essayer de donner du bien-être, même si je parle de sujets qui parfois sont sombres, ça n'empêche. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est embarquer un peu dans une aventure, de se dire, en fait, qu'est-ce qui va leur arriver et comment on va les accompagner et comment ils vont nous surprendre surtout. Moi, j'aime bien essayer de déconcerter un petit peu le lecteur. Et souvent, je n'écris pas la fin que j'avais prévue au début parce qu'en avançant, je me dis, elle serait trop possible à déterminer et c'est pas intéressant si le lecteur, en fait, n'est pas surpris quand il arrive à la fin. Racontez-nous l'histoire d'un cœur en sourdine, votre dernier roman aux éditions Prélude. Alors là, c'est une saga québéco-normande qui démarre pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va jusque dans les années 70. Et en fait, là, j'avais envie d'avoir un regard qui soit à la fois historique, politique,
amoureux et familial, hein, parce que c'est une histoire d'amour qui se passe entre les deux continents. Alors ça, c'est vous, vraiment, ces deux continents-là. C'est votre histoire. Oui, mais alors, Mais quelque part, complètement transfigurée. oui, et assez surprenant, c'est que, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, enfin, j'ai eu l'idée, mais c'est pas moi qui avais eu l'idée d'écrire ce livre. En fait, c'est en discutant avec mon éditrice qui me parlait de sa collection. Parce que ça existait un cœur en braille. Il y a eu Oui, oui, voilà, certainement, c'est oui, ça. oui. Et là, un cœur en sourdine. J'ai l'impression que ça fait écho. Et j'avais pas, c'est pas moi qui ai trouvé le titre. D'ailleurs, c'est mon éditrice qui a Mhm. trouvé Moi, j'avais choisi un autre titre, mais celui-là est bien meilleur. Et en fait, c'est en parlant, comme il fallait trouver une culture ou un pays étranger et un retour dans l'histoire. Bon, on va dire qu'assez Bah oui. spontanément, le Canada m'est venu. J'ai dit, ah bah pourquoi pas le Canada? Ah Ouais. bah oui, tiens, pourquoi pas? Puis après, ah bah Seconde Guerre mondiale, j'avais aussi Donc c'était pensé. une éditrice qui était sensible à ça, à cette question-là. Eh ben, quand on a échangé, Oui, effectivement, elle a rebondi, elle m'a dit, bah fais-nous une proposition. d'accord, sur ce thème. Voilà. Et du coup, là, j'ai embarqué. Et ce qui m'a intéressé, c'est de rebondir sur des sujets politiques dont j'avais entendu dans ma famille, des sujets sensibles aussi, les Amérindiens. Moi, en tant que Française, quelque part, je peux en parler un peu plus librement eux ne le feraient. Ça reste un sujet qui est assez tabou. La journaliste du Journal de Québec me disait encore que les Canadiens apprennent des choses en lisant mon roman. Parce qu'en fait, c'est assez Oui, tabou c'est ça, c'est comme ce que vous disiez thématique. Oui. effectivement dans le dossier. Il est quand même question à un moment donné chez vous de cette culture amérindienne, elle vous parle particulièrement. Le rite Navajo notamment. Complètement. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que ce personnage d'Amérindien, parce que justement, j'ai voulu mettre des cultures différentes. Donc, c'est-à-dire, j'ai des Canadiens anglais protestants, les Québécois francophones catholiques, j'ai un Amérindien, j'ai des Français. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est des langages, des opinions, des cultures qui sont différentes. Et quand ils se confrontent, ça crée des choses nouvelles, en fait. Ça ouvre des perspectives. Et mon personnage amérindien, au départ, je voulais juste en faire un personnage un peu rebond pour mon personnage principal. Et en fait, quand j'ai commencé à le créer et à le travailler, j'ai dit non, c'est pas possible. Je suis obligée de lui faire une place. Et mon éditrice, même à un moment, m'a dit fais attention, Alexandra, parce qu'il faut choisir. Tu peux pas avoir des histoires qui sont équivalentes dans un seul roman. Donc, à un moment, est-ce que c'est Wendigo ou est-ce que c'est les autres qui comptent? Et en fait, le choix a été difficile à faire. Et alors, ce qui est absolument fantastique, il faut le dire aussi aux auditeurs, Alexandra, c'est que vous, quand vous écrivez un roman, ensuite, vous allez vraiment à la recherche de vos lecteurs, dans une véritable présence vivante, incarnée. C'est ça qui vous intéresse, au fond. Ah ben c'est clair, là ça a été une découverte. Je me rappelle la première séance de dédicace que j'ai faite, quand j'ai rencontré des personnes, qu'il y a eu des échanges. Parce que pour vous dire, le truc qui est quand même incroyable, c'est que après les Tamalous, en fait ce sont les lecteurs ou les visiteurs qui m'ont donné le sujet et l'idée du deuxième. J'avais pas du tout prévu de faire une suite. Et j'avais fait exprès d'ailleurs dans le premier de faire des choses qui faisaient qu'il ne pouvait pas y avoir de suite. Mais bon, comme quoi on arrive toujours à dépasser l'impossible. Et en fait, j'avais à peu près une personne sur 10 qui me disait mais après, il faut que vous fassiez les chic-ouf. Donc chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. C'est comme ça que les grands-parents appellent beaucoup leurs petits-enfants. Et en fait, quelles que soient les régions, les gens me proposaient Oui, c'est ça. Et du coup, finalement, je l'ai écrit. Mais vous voyez, en plus là, c'est les lecteurs eux-mêmes qui m'ont donné. Mais ça vous ressemble tellement dans le même temps. C'est ces gens gentil. qui viennent vous voir, ces gens que vous allez voir, c'est vraiment, on est au cœur là de la rencontre humaine et on est très loin d'une sorte d'idée comme ça, très superficielle, très éthérée comme ça de la littérature. Là, vous allez vraiment au cœur, vous rencontrez une vieille dame et vous écrivez, vous êtes dans ces considérations-là. C'est ça qui vous intéresse. Oui, parce qu'en fait, il y a de l'échange. En fait, pareil, quand je fais des dédicaces, c'est pareil, je personnalise vraiment en fonction de la personne. Je ne vais pas mettre juste amitié Alexandra Pasquet. Enfin, ça me ferait mal au cœur. Je me dis, ça serait quand même une économie qui ne vaut pas l'intérêt que la personne manifeste pour votre aventure, quoi. Comment, Alexandra, votre mari,
qui est militaire, je crois. Et... Anciennement. Anciennement militaire. Et vos enfants regardent-ils votre travail d'écrivain, vous? Est-ce que d'abord ils vous ressemblent dans cette fibre-là, très humaniste? Oui, alors ce qui est le plus drôle quand même, c'est que alors j'ai une fille qui a 14 ans et un fils qui a 9 ans. Et alors, depuis quelques semaines, avec mon fils, on a commencé un livre qu'il m'a demandé d'écrire ensemble. Ah, à quatre mains, Ouais, d'accord. ouais, il m'a dit, maman, je voudrais qu'on écrive un livre ensemble parce que je sais qu'il sera publié, puis parce que tu es une vraie écrivaine et Vous avez de que... la chance. Ah ben oui, alors on a déjà fait des séances de travail, on a trouvé les personnages, les Il a lieux, quel âge, etc. votre fils? 9 ans. Ah, 9 ans, ouais, c'est juste. Hein. Dans 2 ans, vous allez voir, il va rester dans sa chambre en jouant Ouais, aux jeux vidéo. c'est interdit C'est ce chez qui nous vous les attend. jeux vidéo. Ah, mais ça, c'est formidable. À 9 ans, donc, il veut encore jouer avec maman. Eh ben, en tout cas, écrire un livre, c'est quand Ouais. même une sacrée aventure. Ça, hein, c'est un parce que, sacré jeu. Hein. on a notre paperboard, on a notre carnet avec les notes. Et puis alors, il s'est interrogé, est-ce qu'on fait une bande dessinée, est-ce qu'on fait un vrai livre? Je lui dis, bah écoute, comme tu veux. Alors, il a choisi un vrai livre, mais il veut quand même des dessins. Donc, on a déjà trouvé quelqu'un pour faire le graphisme. Donc, bon, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout de cette écriture, mais en tout cas, c'est une belle aventure. Et en fait, il a embarqué dans l'histoire. Et donc, vous pensez qu'il est aussi piqué par le virus de l'écriture que vous? Honnêtement, j'en sais rien, mais je sais que mes enfants adorent lire. De toute façon, depuis tout petit, depuis toujours. Mais ça, je souhaite à tous les enfants, hein, qu'ils écrivent ou pas. La lecture, ça ouvre. Enfin, c'est Umberto Eco qui disait que ça ouvre des millions de vies, en fait. Ne serait-ce que de lire. En culture, en fait, on ne pourrait pas gagner plus en découverte, en visitant le monde entier nuit et jour, qu'en lisant au moins quelques heures par semaine. Est-ce qu'on est obligé d'aimer la vie quand on aime lire, Alexandra? Ah bah oui. En fait, la vie, la lecture, il faut de la curiosité, il faut de l'intérêt, et puis il faut de la variété. En fait, ce qui nous surprend, parce qu'on va jamais lire que des livres sur tel thème, c'est possible, hein, mais même si on prend une seule thématique, elle ne sera jamais vue de la même façon. Elle ne sera jamais explorée de la même manière, elle n'aura jamais les mêmes références. Donc, ça sera toujours différent, toujours surprenant, parfois déroutant. Et ça stimule aussi la curiosité, ça nous emmène vers autre chose, on a envie de faire d'autres découvertes. Donc en fait, la lecture, c'est une aventure permanente et infinie, infinie. Comment vous la voyez, la fin de votre vie? Oh bah alors moi, j'espère qu'elle sera explosive, vous voyez? Que ça va finir comme un feu d'artifice. Bah oui, puis je me dis, à mon enterrement, moi je voudrais qu'il y ait un concert de musique et tout le monde en rouge parce que c'est ma couleur préférée, et puis on danse et que les gens dansent pour faire la fête. Voilà, que ça soit joyeux. Avec du bon champagne. Ah oui, avec des vraies bulles. Et J'adore beaucoup de ça. Land Rover qui arriveraient Ah, comme ça. Bah, peut-être pas les Land Rover quand même, mais non. Mais par contre des avions, puisque on parlait de mon mari tout à l'heure, il est pilote et on survole dans le ciel. Il serait Aussi toujours en avion. vivant? Il serait toujours vivant, votre mari, ou vous allez lui survivre quelques années? Bah, il est plus jeune que moi, alors Ah. théoriquement, on devrait peut-être partir ensemble. Partir ensemble en vacances, partir ensemble au paradis, c'est un peu la même chose finalement. Voilà, Et partir exactement. ensemble dans la lecture d'un livre avec votre fils et dans l'écriture. Ah bah ça serait... Ouais, non, c'est une belle aventure. J'espère vraiment qu'elle va se réaliser parce que c'est un beau défi aussi. Merci beaucoup Alexandra Pasquet d'avoir été l'invitée d'Un ciel superbe. Merci beaucoup Joseph, c'était vraiment un grand plaisir.